Soleil, say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidables. Est-ce que vous êtes prêts pour une plongée aujourd'hui sous les mers avec Véronique Lopez? Bonjour Véronique, avec Bonjour. Carole Barthélémy. Comment ça va Carole? Très bien, impeccable. Une plongée avec un invité formidable qui est encore très jeune et pourtant il a déjà plusieurs vies derrière lui. Pilote de sous-marin. Il est aujourd'hui à la fois danseur, peintre, sous-marin aussi. Il va nous expliquer ce qu'est sa vie et son actualité. Je vous demande de l'applaudir. Il s'appelle So Deep. C'est son nom d'artiste évidemment. Bonjour So Deep. Un invité 100% aquatique. Vous n'avez pas de nageoire ou d'écailles, De non? branchies. Ah, voilà, je pense. Cet homme est aussi un apnéiste professionnel de haut niveau. Merci d'être avec nous, So Deep. Merci à vous. C'est votre nom d'artiste, un artiste atypique. Je le disais, c'est vrai que vous avez été, dans une autre vie, pilote de sous-marin. Oui, pendant 8 ans, j'étais sous-marinier pour la Marine nationale. Voilà. Et aujourd'hui, alors vie complètement différente, vous êtes à la fois danseur et peintre aquatique. On va voir des images sous l'eau où il fait des chorégraphies magnifiques. C'est très très fluide, c'est le cas de le dire, mais sans mauvais jeu de mots. Et on va se régaler avec vous. Mais juste avant, je vous présente celle qui vous entoure. Vous le voulez bien? Oui. Véronique Lopez est avec nous. Bonjour. Et on va rester, alors peut-être pas dans l'eau, mais en bord de mer avec vous aujourd'hui. Ben oui, on va faire une plongée dans 400 ans d'histoire maritime, Waouh. puisqu'on va partir à la citadelle de Saint-Tropez. Voilà, on va parler de sous-marin ou pas? Non, Non? pas à cette époque-là. Bon, mais de navire en tout cas. De navire. Bon, ça va plaire à l'ancien marin que vous êtes. Et puis, je sais que pendant des années, pendant que vous étiez sous les mers, vous avez écouté le chant des baleines, les dauphins converser. Eh bien, à côté de vous, Aussi. il y a l'ami des animaux. C'est Carole Barthélémy. Alors, animaux terrestres ou maritimes aujourd'hui? Terrestre. Allez. Et je vais vous donner un tout petit peu de temps avec ma rubrique. Réfléchissez à qui était Pollux. Cherchez dans vos souvenirs d'histoire, etc. Qui était Pollux. Ah oui, d'accord. On parle plutôt de Pollux et Castor, parce que moi, je pensais tout de suite au Vous, paysage pas enchanté. vous pensez, on verra après D'accord. sur ma chronique. Parfait. À tout à l'heure. Réfléchissez. Voilà, elle nous fait des petits mystères, on aime ça. So Deep, à seulement 38 ans, vous avez déjà une vie bien remplie, c'est ce que je disais. Une vie sous-marine même, bien remplie. Ici, on va vous voir dans des images, dans votre actualité, vous peignez sous la mer. Mais avant d'en arriver là, on va regarder ces images. À l'âge de 20 ans, vous entrez dans la marine militaire pour travailler à bord de sous-marins. Alors, pilote, mais pas uniquement. Quelles étaient vos fonctions sous l'eau ? Eh ben, sous l'eau, oui, donc j'étais pilote en premier lieu et après j'ai fait aussi élaborateur tactique. Donc j'ai travaillé avec le sonar qui me donnait des informations et donc je pouvais à la fois écouter ce qu'il entendait. Et c'est là où j'ai commencé du coup à apprécier le monde marin en seulement écoutant la vie sous-marine. Voilà, vous faites ça pendant 8 ans Oui. Et vous avez le loisir à la fois de piloter mais aussi d'écouter le monde marin. Et quand vous sortez de ces 8 ans dans la marine nationale, vous avez envie de vous lancer dans un tour du monde. Pendant 13 mois, vous allez écumer les mers, mais pour votre plaisir et pour aller à la rencontre des animaux que vous écoutiez jusque-là, c'est ça? Tout à fait, oui, voilà. Je voulais explorer le monde et voir du coup de mes propres yeux la richesse de la vie sous-marine. Et donc j'ai mis dans mon sac à dos, pas le masque tuba, pour pouvoir voir tout ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Des rencontres avec des dauphins, par exemple, là? Oui. Vous l'avez touché, celui-là? Celui-là, j'ai pas pu, je l'ai pas touché, mais en tout cas, il est resté avec moi pendant presque 15 minutes. Mais c'est un dauphin méditerranéen d'ailleurs. Je l'ai rencontré dans le parc national avec Morgan Bourquist, un champion. Et on a passé du coup un moment avec lui à partager Un jeu, une espèce de jeu. Ouais. Oui, complètement. Donc ça, c'est que une partie des bêtes et des animaux sauvages que j'ai pu rencontrer durant mon voyage, mais j'ai pu rencontrer des requins, des baleines, des tortues, des raies mantas, extrêmement de richesse. Et pendant ces 13 mois, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une sorte de carnet de bord, vous les avez filmés? J'ai filmé beaucoup de rencontres et j'ai aussi écrit et pris des photos. J'en ai fait un blog, voilà. Et du coup, maintenant, voilà, toute cette richesse d'émerveillement que j'ai pu vivre durant mon voyage m'a permis de vouloir le
partager maintenant grâce à l'art. Est-ce que c'est au retour de ce tour du monde que vous décidez de devenir apnéiste professionnel? Parce que après vous avez une autre vie, celle de apnéiste de haut niveau. Expliquez-nous comment ça vient, ça. Oui, j'ai commencé l'apnée avant le tour du monde, et après le tour du monde, tout le monde me voyait plonger pour observer le monde marin. Ouais. Et j'aurais transmis pendant mon voyage quelques conseils. Et en fait, j'ai bien vu l'émerveillement qu'il y avait dans leur regard et ce que ça leur apportait comme accès à la mer. Donc j'ai transformé ça en rentrant en travail, en me formant pour être moniteur professionnel d'apnée. Alors, moniteur professionnel d'apnée, quelle vie, hein. Moi, je suis émerveillée. Et c'est pas fini, Carole et Véronique, parce que quelques années plus tard, vous allez faire une rencontre. C'est une de vos personnalités inspirantes. On va regarder son visage. Elle s'appelle Julie Gauthier. Alors, qui est-ce? Alors, Julie Gauthier est une réalisatrice, danseuse et performeuse en apnée. Elle a la capacité de danser sous l'eau en apnée dans des courts-métrages magnifiques. Et j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois, dont pendant le tour du monde par hasard, sur une île en Thaïlande, à Koh Tao, pendant un festival. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir jouer dans ces courts-métrages en tant que figurant, et j'espère peut-être un jour collaborer avec elle. Alors, on va vous voir dans un court-métrage, ça s'appelle Entre deux eaux. Alors celui-là, il est signé d'une autre réalisatrice, Caroline Ragusa, qui, elle, a une spécificité, c'est qu'elle est experte en natation synchronisée. Tout à fait. Et c'est elle qu'on va voir dans ces images, puisqu'on va regarder une bande-annonce. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire très poétique de ce court-métrage avant qu'on regarde la bande-annonce? Entre deux eaux, en fait, c'est la rencontre de deux âmes dans un milieu aquatique où on invite le public à perdre les repères, à perdre la notion du temps. Et donc, c'est une histoire à la fois d'amour, mais aussi de connexion avec son alter ego. Alors moi, j'ai fait un petit résumé. Si vous me dites si je me trompe, deux âmes sœurs, deux faux jumeaux dans le ventre de la mer, MER. Oui. Et je dis ça parce que les images vont tout de suite être évidentes quand vous allez regarder. C'est en gros l'histoire de ce court-métrage dont voici la bande-annonce. Et on le voit, c'est un court-métrage qui en ce moment fait le tour du monde dans les concours de court-métrage. Ça marche plutôt bien? Oui, ça marche très bien. Il y a déjà eu 10 sélections et 3 prix. Et donc il continue et il doit être normalement diffusé sur les réseaux sociaux d'ici fin d'année. C'est très poétique, c'est très fluide. Est-ce que c'est à partir de ce court-métrage que vous avez le déclic artistique dans l'eau? Parce que apnéiste de haut niveau, on se dit c'est plutôt sportif. Là, on est vraiment dans le domaine de l'art. Là. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a réveillé en moi mon envie de reprendre une âme d'artiste. Et du coup, j'ai associé un rêve d'enfance qui était d'être artiste, dessinateur. Et je l'ai mis dans le milieu aquatique en tant que peintre. Ouais. C'est quand même fou, le milieu de la mer, c'est riche. C'est riche sous l'eau, c'est riche sur l'eau, c'est riche en son, c'est riche en images. Oui, il y a beaucoup de choses à raconter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images, franchement? C'est absolument magnifique. Puis il faut quand même souligner la performance parce que si les gens ne le savent pas, mais quand on fait de l'apnée, il faut absolument pas bouger, il faut économiser le moindre petit bout d'oxygène. Et là, le fait de bouger, c'est là où c'est très très impressionnant et c'est là où il y a une vraie performance sportive et artistique en fait. Alors dans un instant, on verra une autre performance artistique, puisqu'on verra notre invité à l'œuvre lorsqu'il va peindre à 5 ou 10 mètres de profondeur. Il fait des allers-retours comme ça pour mettre de la couleur sur une toile, et on vous montrera ce que ça donne. C'est assez exceptionnel là aussi, mais juste avant, on parlait tout à l'heure d'animaux que vous êtes allés rencontrer pendant un tour du monde qui a duré 13 mois. Et ben on va en rencontrer d'autres, des animaux, mais terrestres cette fois. Vous avez réfléchi qui était Pollux? Oui, tourne-côté. Ah, d'accord, chacun Moi, je pense à celui-là aussi, je pense direct. D'accord. Bon, c'est vrai, mais c'est faux. Parce que le vrai Pollux, il est là aujourd'hui. C'est vrai. On l'a, le vrai Pollux. Le vrai oui. Pollux, voilà Pollux. Et Pauline, on va quand même parler de Pauline aussi. Voilà Pauline et Pollux. Bienvenue à vous. Voilà, asseyez-vous Pauline, je vous en prie. Pollux, installe-toi. On va te prendre sous ton meilleur jour. Pollux est là pour être adopté, vous le savez.
comme beaucoup d'animaux. C'est vrai que c'est un chien qui a 12 ans, qui a eu des petites misères quand même dans sa vie, même grosses. Hein. Et il a eu une blessure à l'arrière-train. D'ailleurs, il a encore une cicatrice assez impressionnante. Il était d'une maigreur absolue et il a été recueilli une première fois, puis dans le refuge d'Aix-en-Provence. Il a l'air en forme là quand même. Hein. Là, il est en forme, il est en pleine forme. C'est ce que je dis. Il n'y a plus que la petite cicatrice. Il est en forme. Il a été accueilli par les équipes du refuge qui prennent soin de lui depuis le mois d'août, je crois. C'est ça. Et à part donc cette cicatrice, il est en pleine forme. Il a un caractère super. Il est adorable avec tous les humains de tous âges. Il a ses têtes avec les mâles. Avec les mâles, avec mâles. les chiens mâles, oui. Mais il aime bien ses copains et copines quand même. Mais il y en a qui ont des têtes qui lui reviennent Des pas. fois, voilà, Mais ce qu'il faut... Chez nous, c'est pareil. Hein. Comme nous, Il y a des têtes qui ne reviennent pas. Voilà. Pas, Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'aime pas les chats. Et ça, c'est important de le savoir qu'il n'aime pas les chats. C'est ça, exactement. Il Il ne pourra pas cohabiter avec, en tout cas, ça c'est sûr. C'est impossible. Ça, voilà, c'est sûr. il ne supporte pas les Il est chats. exclusif. Alors, vous pouvez aller bien sûr sur le site du refuge pour aller voir tous ses copains et toutes ses copines. Dans ce refuge, les chiens vivent en liberté. Ce qui fait qu'ils sont très sociables en fait. Ça les rend encore plus sociables. Oui, c'est ça. Et donc, si vous souhaitez chouchouter aussi un chat, il y a également des chats qui sont en famille d'accueil. Mais donc, pour aujourd'hui, on a Pollux sur le plateau et on est bien content de l'avoir. Il est drôlement gentil. Viens me faire un câlin. Voilà, il est très câlin. Et donc, vous pouvez appeler pour adopter Pollux, le refuge d'Aix-en-Provence. Pauline en est responsable de ce refuge et il y a des bénévoles. Au 04 13 91 06 30. C'est le numéro de téléphone ça, à joindre. Avant de quitter Pollux et de revenir à table, Pauline, une bonne nouvelle. Oui, la chienne que j'avais emmenée sur ce plateau il y a quelques mois, donc Mila. Plus gros gabarit que Pollux. Oui. Elle a été adoptée depuis. Bravo, je me rappelle de Mila. Très douce et très gentille. Une famille. Un jeune couple très sympa qui l'emmène partout. Ça se passe super bien. Donc voilà. Donc, que du bonheur. Bravo. Du bonheur. Merci beaucoup. Merci Pauline. Merci Pollux. C'était adorable. J'espère que tu vas vite trouver des maîtres. Allez, on a 30 secondes pour le quiz. On a 30 secondes pour. Oula. J'ai le tabouret. Top générique pour le quiz. S'il vous plaît. On est parti. Le temps qu'elle se remette sur son tabouret. Et hop. Alors, pourquoi les chevaux dorment-ils debout ? Je vous laisse réfléchir un petit peu, dire des pistes. Ils mangent debout aussi. Ils sont très debout, les chevaux, en fait. Pour pouvoir être, si jamais il y a quoi que ce soit... En alerte. En alerte. J'ai une bonne réponse à ma gauche. De base, les chevaux sont des proies, sachez-le. Et ils ont toujours du stress et de la peur. Et au moment où ils commencent à s'endormir dans leur cerveau, il y a un mécanisme qui bloque leurs genoux, ils ne peuvent pas se coucher. Incroyable. Et quand par hasard, vous les voyez coucher, c'est qu'ils sont dans un environnement qui les ravit complètement et en confiance avec les gens qui sont là et les lieux qui sont là. Il n'y a pas de prédateurs. Eh ben génial. On en apprend tous les jours. Mais je ne savais pas qu'il y avait un système de verrouillage des genoux. C'est incroyable au moment où il va s'endormir dans un lieu qu'il ne connaît pas, dans un lieu qui n'est pas forcément son environnement habituel. Ah oui, il va rester debout. Merci, on a appris quelque chose. Complètement, je ne savais pas. J'aimerais bien avoir ça aussi. Pour dormir debout, ça serait bien. Vous savez quoi, Sodip ? Ça, c'est l'info pour briller au dîner. Ça, vous la balancez ce soir, vous allez j'en apprends moi aussi en épater cherchant. la galerie. Eh ben, merci beaucoup, Carole. Sodip, apnéiste de haut niveau, danseur et artiste peintre sous-marin, est notre invité. Alors, si vous avez décidé de peindre sous la mer, là aussi, c'est grâce à une personne inspirante. Oui. Cette personne s'appelle André Laban. Alors, on va regarder son visage. Qui était-il, puisque c'est une personne disparue aujourd'hui, mais qui est en ligne avec vous parce que pluridisciplinaire. Tout à fait. C'est un artiste vraiment, vraiment complet. Il a commencé en tant que plongeur ingénieur pour l'équipe Cousteau. Ouais. Et en 1966, il a en fait débuté la peinture sous-marine en plongée-bouteille. Et c'est lui qui m'a vraiment inspiré. Il a fait aussi des courts-métrages. Donc, qu'il a gagné la Palme d'Or. Il était aussi violoniste, il a fait beaucoup de auteur choses, de livres, en plus d'être artiste peintre et ingénieur chimiste. Vous voyez, comme quoi, ça mène à tout. Votre originalité par rapport à lui, c'est que vous peignez effectivement sous l'eau, mais pas en bouteille, en apnée. Alors, on va regarder des images et vous allez nous expliquer comment ça se passe, une séance de peinture. Et Véronique a déjà une première question à vous poser. Vraiment, moi, je voudrais savoir absolument, mais quelle peinture vous utilisez ?
Eh bien, de la simple peinture à l'huile. Ouais. Tout simplement. Oui, parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Et donc, j'utilise de la peinture à l'huile classique, de l'huile de lin, mélangée à des pigments naturels. Et ça permet, en fait, la densité permet à la peinture de couler, et de tenir à ma palette. Et on a les images de ça, montrez-nous les images. Et les papiers aussi, non Et oui, quel papier? Oui. Le support. Eh ben, je mets ça sur une toile en lin classique. Et le temps que je l'immerge, elle ne bouge pas. En fait, le lin ne va pas se déformer. Et le sel n'attaque pas? Non plus, je la rince aussi après. Donc il y a quand même un travail de rinçage à l'eau douce pour éviter d'avoir des cristaux de Et on sel. l'a fait sécher. Et après, on l'a fait sécher et ça sèche très lentement. Ça dure entre 4 et 5 mois pour avoir juste un toucher sec. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est une performance artistique, mais une performance physique aussi. Tout à fait. Expliquez-nous combien d'allers-retours il vous faut pour faire une toile et combien de temps ça dure quand vous êtes dans votre atelier sous l'eau? Ben, ça varie en fonction de la profondeur, de la température de l'eau, mais en général, c'est entre 2h30 et 5h de performance et environ 50 à 100 allers-retours. 50 à 100 allers-retours. Donc c'est très éprouvant pour une toile. On voit ces toiles, elles représentent quoi généralement? Ce que vous voyez sous l'eau avec les nuances de couleurs qui vont avec? Voilà, c'est ça. Souvent, je montre ce que l'œil humain peut voir. Je peins tout le temps à lumière naturelle. Et l'objectif, c'est d'amener le public et le spectateur avec moi en plongée et voir ce qu'on peut voir sous l'eau. C'est pas une ébauche, hein. Vous terminez le tableau sous l'eau. Oui, tout à fait. Tout se Bravo. réalise sous l'eau et je ne fais pas de retouche après. Donc il peut avoir une deuxième vie, un accident en sortant. Ouais. Il sera comme un enfant qui est né. Voilà. C'est ça. Alors dans un instant, on ira visiter un musée sous-marin au large de Cannes. Est-ce que vous avez déjà peint dans le musée sous-marin, par exemple, de Marseille ou de Cannes? Tout à fait. J'ai déjà fait 3 peintures au musée subaquatique de Marseille. Ouais. Et c'est toujours inspirant parce qu'il y a des statues créées par d'autres artistes. Et voilà, on arrive à parler de choses, de raconter des histoires qui sont très très belles. Et peut-être qu'un jour, on exposera vos toiles ou vos sculptures peut-être dans ce musée. On en parle dans un instant, mais juste avant, nous, on va prendre la direction de Saint-Tropez ce matin avec vous, Véronique Lopez. Pour ce week-end, vous avez trouvé une belle idée pour toute la famille, une idée qui nous fait redécouvrir le patrimoine de la Côte d'Azur. Ben oui, do you Saint-Tropez, mais alors pas pour faire une partie de pétanque sur la place des Lys, non, pour fêter les 10 ans en fait du musée de la Citadelle. C'est le musée d'histoire maritime de Saint-Tropez et ce musée qui accueille quand même 100 000 visiteurs par an, hein, c'est pas un petit musée, eh bien c'est un monument unique et qui en fait accueille à partir de là, il va fermer le 30 novembre pour la saison parce qu'en fait vous savez il va réouvrir au beau jour, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, il faut vraiment y aller. Il accueille donc des œuvres particulières et des expos qui vont se terminer le 10 novembre, donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Et alors, au-delà de ce qui est présenté à l'intérieur du musée, vous nous dites que le musée en lui-même, le bâtiment, est un patrimoine à part entière. Bah, c'est ça qui fait tout son intérêt, en fait, à ce musée. C'est qu'en fait, il est dans le donjon qui est dans la citadelle, qui était faite en étoile pour protéger la ville et qui date du XVIIe siècle, puisqu'elle a été construite au XVIIe. En fait, on est en 1602 et c'est Raymond de Bonnefond qui est en charge les fortifications qui ont été demandées par Henri IV. Alors ça, c'était pour se prémunir des attaques espagnoles et puis surtout parce que les Tropéziens avaient entièrement détruit les premières fortifications qui avaient été faites sous le roi René au XVe siècle. Alors du coup, il a mis en place donc cette grande tour hexagonale avec une grande place, un pont-levis pour y accéder. On a donc cette citadelle qui est magnifique et puis elle a été comme ça un aspect défensif jusqu'en 1873, où en fait, elle servait plus à rien parce qu'on avait remplacé les boulets de canon par des obus et du coup, elle servait plus à rien. C'est devenu un musée dans les années 50, mais un musée qui rassemblait des objets venus du 4 coins de la France. Ça n'avait pas trop d'intérêt en fait local et c'est pour ça qu'il manquait cet intérêt historique local. Et là, il y a eu une belle idée, c'est justement de récupérer des objets pour en faire un intérêt historique local. Parce que l'histoire de Saint-Tropez et l'histoire maritime de Saint-Tropez méritent vraiment un musée à part entière. Ah oui, je peux vous assurer, Eric, vraiment. Alors vraiment, comme le rappelle le créateur du musée, l'historien et chercheur donc Laurent Pavlidis, Saint-Tropez en fait n'a jamais été un simple petit port de pêche. Hein, et puis les stars n'ont écrit qu'une toute petite page de Saint-Tropez et de l'histoire. En fait, il faut vraiment
également savoir qu'au XVIIIe siècle, Saint-Trope, c'était le 3e port français. Pourquoi ? Tout simplement pour la même raison que les milliardaires viennent en fait dans le port, c'est parce que les eaux sont tellement profondes que les yachts peuvent venir et donc accoster. Et puis parce qu'il y avait des installations qui existaient déjà au XVIIe. Et à cette époque-là, il y avait de très grands marins qui partaient aux quatre coins du monde, qui partaient en Mésopotamie, qui dépassaient le Cap Horn pour chasser la baleine. Et donc Saint-Trope a toujours été ce port avec ses grands navigateurs. Et c'est ce qu'on montre dans ce musée. 23 espaces dans le donjon séculaire, un espace de 400 mètres carrés. Allez-y, c'est impressionnant et c'est un vrai patrimoine à découvrir. Voilà, l'histoire maritime de Saint-Tropez dans ce musée qui se visite toute l'année. Oui. Même en hiver, là, on peut y aller. Alors, il ferme le 30 novembre, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est là où Ah bon, jamais... alors d'accord, oui. on fonce, excuse-moi, j'avais pas entendu. Il ferme là le 30 novembre, c'est pour ça. Oui. Donc allez-y, ça rouvrira au printemps. Bien voilà. sûr. Donc allez-y maintenant, c'est maintenant, ou jamais, ou sinon ce sera l'année prochaine. Sodip, est-ce que vos toiles pourraient un jour se retrouver dans un musée aquatique ? Si on les protège dans un socle en verre, oui, ça serait possible. Et ça demanderait oui, une technique. Voilà. Pour l'instant, ce sont des statues, effectivement, on en parlait tout à l'heure, que l'on expose dans des musées sous-marins, à la fois à Marseille, mais aussi au large des îles de Lérins à Cannes. C'est au large de l'île Sainte-Marguerite, exactement, que je vous emmène. Vous avez visité celui-là de musée Pas encore, mais c'est dans la liste. Aquatique. C'est un écomusée, parce qu'en fait, on va s'apercevoir que ce musée abrite, ça va plaire à Carole, notre amie des animaux, la faune et la flore locale. Regardez. À quelques dizaines de mètres du rivage, un écomusée. Mais attention, pour la visite, mieux vaut chausser les palmes. Ce groupe d'Azuréens est à la recherche de mystérieuses statues. J'ai mon ami qui nous a proposé de venir ici parce que y a des statues dans l'eau. Donc du coup, c'est l'occasion rêvée de pouvoir plonger. Il commence à faire bon, la température est bonne, donc on va essayer d'aller voir ce que ça donne. Et c'est parti pour une petite plongée entre 3 et 5 mètres. Une eau claire et au milieu des herbes de Posidonie, ces sculptures imposantes. Signées du Britannique Jason Dekeres Taylor, ces statues sont devenues refuges pour la faune et la flore subaquatiques. À la sortie de l'eau, nos plongeurs amateurs en ont encore plein les yeux. Sur 6 statues, on a vu 5. Et à un moment donné, on est tombé sur une bande de poissons. C'était incroyable. Ça surprend parce que je savais qu'il y avait des statues, j'avais vu d'autres œuvres qu'il avait fait, Taylor. Mais là, quand on arrive dessus, vraiment, d'un coup, on est surpris, c'est gigantesque. C'est comme si on visitait un musée avec des animaux à l'intérieur qui se baladent. C'est vraiment, ça crée une ambiance. Biodiversité, art et légende, ces 6 visages de béton sont comme un clin d'œil à leur illustre voisin du fort de l'île Sainte-Marguerite, le légendaire homme au masque de fer. Ça vous inspire ? Je sens que vous allez aller plonger dans pas longtemps, parce que vous plongez toute l'année pour le coup. Toute l'année. Toutes les conditions. Des grands visages qui pourraient bientôt se retrouver peut-être sur une toile. Quels sont vos projets, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite de l'émission? Continuer la peinture, faire d'autres activités artistiques avec la danse aquatique? Oui, tout à fait. Voilà, j'ai écrit 2 courts-métrages que j'aimerais réaliser pour l'année prochaine. Ouais. Une exposition immersive, un peu plus en lien avec le public, pour faire immerger encore plus le public dans mon univers. D'accord, oui, immersif, oui, il peut pas quitter ces mots-là. Ils seront sur la terre, les gens qui vont venir voir vos... Oui, bien sûr. D'accord, mais ce sera une exposition immersive quand même, on comprend bien. Vous prenez actuellement des cours de danse contemporaine, c'est vrai? Tout à fait, oui. Pour améliorer encore ce qu'on a vu tout à l'heure dans la bande-annonce Entre deux eaux. Ouais, c'est compliqué de danser sous la mer ou c'est plus facile? C'est très compliqué, Tous les repères sont changés, on ne voit pas parce qu'on n'a pas de masque, donc l'eau est trouble. L'eau est froide, on est en apnée et on doit composer. Et on peut rester combien du coup en bougeant? Ça dépend des gens. Et en moyenne, on fait des apnées de 1 minute, 1 minute 20 maximum. Ouais. Parce que ça dépendra de la profondeur aussi. Du coup, pour tourner le film, il faut du temps quand même. On a fait 3 nuits, on a mis 3 nuits à tourner ce film et beaucoup d'heures dans l'eau.
Et on peut le voir où ce film, mis à part dans les festivals en ce moment, en ligne ou pas? Pas encore en ligne, il va sortir fin d'année là, et je le partagerai sur les réseaux. Eh bien, merci. Sur Sodip, donnez-nous votre Instagram. C'est Sodip_artiste sans E. Voilà, Sodip, ça s'affiche à l'instant à l'écran. Sodip, merci beaucoup. Bravo pour ce beau travail. Merci à vous pour votre invitation. Avant de se quitter, on va quand même découvrir ensemble vos coins de paradis. Oui. Et vous avez choisi, pour commencer, l'île de Riou. Alors, rappelez-nous où ça se trouve exactement. L'île de Riou, c'est dans le parc national des Calanques, à large de Marseille. Elle a la particularité d'abriter une réserve intégrale. C'est une réserve du coup qui représente la Méditerranée d'il y a 30 ans. Donc avec une richesse de faune et de flore sous-marine intense et scintillante. Et c'est là-dedans que vous pouvez nager avec des dauphins. Exactement. On va quitter les dauphins pour l'éléphant. La plage de l'éléphant, c'est au Lavandou. Ça aussi, c'est un coup de cœur, un de vos coins de paradis. Oui, j'ai tourné un court-métrage qui va sortir bientôt sur les réseaux dans ce lieu-là, parce que l'eau est très claire et elle a une particularité, c'est que le sable est riche en paillettes, dû à la roche, qui se désagrège, et donc ça crée un univers très pailleté. Voilà, très pailleté, magique. Bref, on était transportés avec vous dans une autre dimension ce matin. C'était vraiment sympa. Oui. On a pris beaucoup de plaisir, Sodip. Merci. On vous retrouve sur votre Instagram, donc so_deep. Salut à tout le monde. Salut Véro. Salut Caro. Et à très bientôt, Sodip. Nous, on se retrouve demain, 10h10. Salut à tous.